La soirée d'entreprise a commencé à 19 h, au restaurant Le Panorama, situé au 23e étage du quartier d'affaires de la Défense. La vue sur la ville nocturne était magnifique. Les lumières, les flèches des monuments, et la Seine, reflétant des milliers de fenêtres. Je me souviens, je me tenais près de la baie vitrée, un verre de vin rouge à la main, et je pensais que la vie, au fond, n'était pas si mal. Un emploi stable, mon propre appartement, et ma femme, que j'aimais depuis 8 ans. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. J'avais gagné tout cela, de mes propres mains. Et, à ce moment-là, il me semblait que c'était suffisant. Marine était venue avec moi. Elle portait une robe noire, qu'elle avait achetée spécialement pour cette soirée. Elle était si belle, que j'ai remarqué plusieurs hommes se retourner sur notre passage, lorsque nous sommes entrés. J'ai ressenti de la fierté. Une fierté simple, chaleureuse, la fierté masculine d'un homme, qui aime sa femme. Nous avons bu un verre près de l'entrée. Elle a ri à une blague stupide de notre collègue, Damien. Et je me suis dit, c'est ça, le bonheur humain normal. Sans faire de bruit. Victor Grandin est arrivé en dernier. Exactement comme le font les gens, qui veulent que leur présence soit remarquée. Il est entré dans un costume bleu marine, qui coûtait probablement ce que je gagnais en 3 mois, avec l'assurance d'un homme, à qui l'on n'a jamais dit non. Il avait 45 ans. Il était large d'épaules, athlétique, avec ce genre de charme arrogant, qui agit sur les gens comme une hypnose. Il a serré des mains, tapé sur des épaules, et a porté quelques toasts, avec l'élégance d'un maître des lieux. La salle a applaudi. J'ai applaudi, moi aussi. Je travaillais pour lui depuis 6 ans, et j'avais appris, depuis longtemps, à séparer l'homme de son rôle public. Vers 9h30, je me suis retrouvé seul au bar. Marine dansait avec des collègues. La musique était devenue plus forte. L'alcool faisait son effet. L'ambiance, d'abord formelle, était devenue presque animée. J'ai commandé un whisky, puis je me suis retourné. C'est à ce moment-là, que Grandin a surgi à mes côtés. Il ne s'est pas approché, il a vraiment surgi, comme seuls savent le faire ceux, qui ont l'habitude d'occuper l'espace des autres, sans demander la permission. André, a-t-il dit d'une voix basse, presque intime, tu as bonne mine. Je voulais te parler depuis un moment. J'ai hoché la tête. Il a pris un verre des mains du barman, sans même le regarder, et s'est tourné vers moi à demi, de sorte que, de l'extérieur, on aurait dit une discussion paisible. 2 collègues. Une belle soirée. Ta femme est une belle personne, a-t-il dit. Je l'ai remarqué depuis longtemps. À l'intérieur de moi, quelque chose s'est tendu. Pas violemment, plutôt comme un pressentiment, quand on entend un tonnerre lointain, sans savoir s'il s'agit d'un orage, ou d'un simple bruit. Merci, ai-je répondu, d'un ton neutre. Il a souri, lentement, comme un homme qui n'a aucune raison de se presser. La semaine prochaine, je pars aux Maldives. Un bel hôtel. Plage privée, tout compris. Il a fait une pause, et m'a regardé droit dans les yeux, sans la moindre gêne. Marine viendra avec moi. 2 semaines. Je paie tout. Elle ne manquera de rien. Je n'ai pas tout de suite compris, ce qu'il disait. Mon cerveau refusait, tout simplement, d'assembler ces mots pour en faire une phrase logique. Puis, j'ai compris. Et j'ai senti quelque chose de froid, de lent, remonter de mon estomac jusqu'à ma gorge. Quoi, ai-je lâché, simplement parce que je ne trouvais aucun autre mot. Tu as très bien entendu, a-t-il répondu calmement. Si elle ne vient pas, lundi, ton poste sera pris. Je trouverai une raison, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai toujours une raison sous la main. Il a prononcé cela de manière aussi détendue, que s'il parlait de la météo. Sans méchanceté, sans bravade. Juste comme un homme, qui expose les termes d'un contrat. Et, dans cette banalité tranquille, il y avait une arrogance si monstrueuse, que j'en ai eu le souffle coupé. Il a fini son verre, l'a posé sur le comptoir, et m'a tapoté légèrement l'épaule. Réfléchis. Tu as jusqu'à demain matin. Et il est retourné dans la salle, vers la musique, vers les applaudissements. Tandis que moi, je restais figé au bar, mon verre à la main, sentant la terre se dérober lentement sous mes pieds. J'ai retrouvé Marine 15 minutes plus tard. Je l'ai emmenée à l'écart,
près de la fenêtre, loin des gens. J'ai parlé doucement, presque en chuchotant, en la regardant dans les yeux. Je voulais voir sa réaction. Je voulais y lire de l'indignation, de la colère, de la confusion. N'importe quoi, qui puisse me prouver que nous ne faisions qu'un, et que cette discussion n'avait même pas lieu d'être. Elle m'a écouté en silence. Elle s'est mordu la lèvre, a regardé ailleurs, vers les lumières de la ville derrière la vitre. Puis, elle a parlé doucement, avec une prudence extrême, comme si elle tâtait le terrain. Écoute, ce n'est qu'un voyage. André, tu connais la situation actuelle. Si tu es renvoyé, nous ne pourrons plus payer le crédit immobilier, ni le prêt de la voiture. Je la regardais. Je regardais cette femme, avec qui j'avais vécu 8 ans. Cette personne, en qui j'avais plus confiance qu'en moi-même. Et, à cet instant précis, j'ai compris qu'elle avait déjà pris sa décision. Peut-être même bien avant, que je ne termine ma phrase. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans le noir, j'écoutais sa respiration régulière, et je sentais que quelque chose d'important mourait en moi. Pas l'amour. Non, l'amour meurt différemment, plus lentement, avec douleur. C'était la confiance qui mourait. De manière rapide et définitive, comme une lumière qui s'éteint, quand les plombs sautent. Ensuite, le silence est venu. Un silence froid, lisse, d'un calme absolu. Et, dans ce silence, j'ai commencé à réfléchir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Couché sur le dos, je fixais le plafond. J'écoutais Marine respirer à mes côtés, calmement, sereinement, sans le moindre signe d'une quelconque tempête intérieure. C'était sans doute ça, le plus terrifiant. Pas sa décision, mais sa tranquillité. Les gens qui ressentent de la honte, ne dorment pas d'un sommeil aussi profond. Vers 3 heures du matin, je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, je me suis assis à table, et je me suis versé de l'eau. Juste de l'eau. Je ne voulais rien d'autre. Assis dans l'obscurité, je me suis accordé quelques minutes, pour ressentir pleinement ce qui m'envahissait. La douleur, l'humiliation, la rage. Tout était là, au fond de moi, brûlant et bien vivant. Je n'ai pas essayé de refouler ces émotions. Je les ai laissées exister un instant, puis je les ai mises de côté. Comme on range un outil, qu'on vient d'utiliser, jusqu'à la prochaine fois. Car la colère est mauvaise conseillère, et j'avais besoin d'un calcul froid, précis, et impitoyable. Je travaillais pour Grandin depuis 6 ans. 6 années passées à être son bras droit, pour les affaires qu'il voulait cacher aux autres. Je gérais les dossiers, je manipulais les chiffres. Je savais où se trouvaient les trous, dans les bilans de l'entreprise. Ces trous qu'il bouchait soigneusement, avec l'argent des autres. Je savais qui recevait des enveloppes, et combien elles contenaient. Je savais quelles factures étaient réelles, et lesquelles n'existaient que sur le papier. Des montages faits pour le fisc, pour les partenaires, ou pour les inspecteurs, qui le remerciaient régulièrement avec des dîners luxueux, et des virements anonymes. Il n'a jamais eu peur de ce que je savais, car il était certain d'avoir un moyen de pression. Mon emploi, mon salaire, et ma dépendance à sa signature, au bas de mon contrat de travail. Il pensait me posséder, au même titre que ses meubles de bureau. Acheter, installer, exploiter. Mais cette nuit-là, il a eu tort. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau avant tout le monde. Je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai ouvert le réseau de l'entreprise, et j'ai commencé à copier méthodiquement tout ce qui était à ma portée. Pas au hasard, mais avec soin, de manière structurée, dossier par dossier. Les ordres de paiement des 2 dernières années. Les contrats avec les prestataires fictifs. Les messages internes, dans lesquels Grandin discutait ouvertement de ses montages frauduleux avec le directeur financier. Il croyait sans doute que la messagerie d'entreprise était un confessionnal. Tout cela a fini dans un fichier crypté, sur un disque dur externe, que j'avais apporté de chez moi. À l'heure du déjeuner, j'en avais assez pour couler une petite banque. Grandin ne possédait pas de banque, mais il avait une réputation, des actifs, et des partenaires. C'était tout aussi bien. En parallèle, je me suis souvenu du cloud de l'entreprise. Grandin l'utilisait, pour sauvegarder les données de son téléphone professionnel. Il m'avait lui-même demandé de configurer cette fonction, 1 an et demi plus tôt, après avoir perdu des contacts importants. Je l'avais fait, et j'avais gardé l'accès au compte. Je ne m'y étais jamais connecté, jusqu'à ce matin-là.
À l'intérieur, j'ai trouvé des photos, énormément de photos. Grandin était un homme si sûr de lui, qu'il ne jugeait pas nécessaire d'effacer les preuves de sa propre vie privée. Parmi les fichiers, il y avait des clichés pris lors de précédents voyages d'affaires, avec des femmes que je ne connaissais pas. Les noms, les visages, et les dates dans les métadonnées. J'ai copié tout cela également. Le 3e jour, j'ai appelé Antoine Renaud. C'était un journaliste de la presse économique, que j'avais croisé à une conférence, quelques années auparavant. Il faisait partie de ces reporters, qui ne courent pas après le buzz pour générer des clics, mais qui creusent lentement, avec soin, comme des archéologues. C'était exactement le profil dont j'avais besoin. Je lui ai dit une seule chose, j'ai une histoire, des documents, et des preuves. Il a répondu, on se voit quand? Nous nous sommes retrouvés le lendemain, dans un café éloigné du centre-ville. Je lui ai remis une copie des archives. Il a parcouru les fichiers en silence pendant 20 minutes. Puis, il a levé les yeux vers moi, et a dit, c'est du lourd. J'ai répondu, je sais. Le 4e jour, j'ai appelé l'inspection des impôts. Pas le numéro vert, mais directement le service des fraudes aux entreprises. Je me suis présenté, j'ai expliqué la situation, et j'ai annoncé que j'étais prêt à fournir l'intégralité des documents. Au bout du fil, la voix a immédiatement changé de ton. Elle est devenue concentrée, très professionnelle. On m'a fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai noté l'heure, et j'ai raccroché. Le 5e jour, j'ai trouvé le numéro de Céline, la femme de Grandin. Nous n'avions jamais été proches, mais nous nous étions croisés à plusieurs reprises, lors d'événements officiels. C'était une femme discrète, au regard fatigué, qui se tenait toujours un peu en retrait de son mari. Comme un élément du décor, que l'on ne remarque même plus. Je lui ai envoyé un message avec une pièce jointe. Pas de texte, pas d'explication, juste un fichier. Elle l'a ouvert le soir même. J'ai vu l'accusé de réception. Je ne lui ai plus rien écrit. Mes mots lui auraient été inutiles. Les photos parlaient d'elles-mêmes. Pendant tout ce temps, Marine préparait sa valise. Avec soin, avec méthode, comme on prépare de vraies vacances. Un soir, elle m'a demandé si j'étais en colère. J'ai répondu, non. Et c'était la vérité. Je n'avais plus aucune colère. Il restait seulement autre chose. Un sentiment de clarté absolue, qui vous envahit, lorsque vous cessez d'avoir peur. La veille de leur départ, j'ai rédigé ma lettre de démission. Je l'ai imprimée, je l'ai signée, et je l'ai glissée dans une enveloppe. Le matin, je suis allé aux ressources humaines, et je l'ai remise en main propre. La secrétaire a levé les sourcils, surprise. J'ai souri, j'ai dit au revoir, et j'ai quitté le bâtiment. Je suis parti le premier. Avant qu'il n'ait le temps de me virer, avant même que la tempête ne commence. C'était important, non pas pour des raisons légales, mais pour moi-même. Je refusais d'être une victime, même à la fin de cette histoire. Je voulais être l'homme, qui a choisi lui-même le moment de son départ. Ensuite, je suis monté dans ma voiture. J'ai pris l'autoroute, et pour la première fois en 7 jours, j'ai senti mes épaules se relâcher. Pas à cause de la fatigue, mais parce que le travail était accompli. Il ne me restait plus qu'à attendre, et j'étais doué pour ça. Ils sont rentrés des Maldives le jeudi, vers 13h30. Je le savais, car j'avais suivi leur vol en direct. Pas par jalousie, mais par souci d'exactitude. Je voulais avoir une vue d'ensemble, un peu comme un réalisateur. Un réalisateur qui connaît la fin de son film, mais qui tient tout de même à regarder chaque scène, jusqu'au bout. J'imaginais leur sortie de l'aéroport. Bronzés, satisfaits, traînant leurs valises, avec cette légèreté si particulière, qu'ont les gens après un séjour au soleil. J'imaginais Grandin héler un taxi, leur trajet en silence, ou leur conversation futile. Je me représentais sa démarche assurée, au moment de franchir la porte de son immeuble. L'attitude d'un homme qui a obtenu tout ce qu'il désirait, sans rien payer en retour. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le vendredi matin, à 9h07, 2 véhicules de l'administration fiscale se sont garés devant l'entreprise. Je l'ai su grâce à Antoine. Il suivait la situation de près, avec l'intérêt professionnel d'un journaliste, qui a déjà soumis son article à la rédaction, et qui attend juste la confirmation de ses sources.
Il m'a écrit un message très court, c'est parti. J'ai lu le texte, j'ai posé mon téléphone face contre table, et je me suis versé un café. Le contrôle a duré toute la journée. D'après Antoine, les employés erraient dans les couloirs, le visage décomposé. Le directeur financier, celui-là même qui échangeait les messages que j'avais copiés, s'est présenté devant l'immeuble. Il est resté planté devant l'entrée quelques minutes, puis il est reparti, sans même oser entrer. Grandin, quant à lui, est visiblement arrivé vers 11 heures. J'ignorais ce qui se passait à l'intérieur, et je ne voulais pas le savoir. Il me suffisait d'avoir la certitude que la machine était lancée. Le vendredi après-midi, Céline a demandé le divorce. Je l'ai appris par hasard, car c'est elle qui m'a écrit. Pas un long discours, ni des reproches, ou des questions. Juste un message très bref, merci de m'avoir dit la vérité. Je lui ai répondu aussi sobrement, vous méritiez de la connaître. Nous n'avons plus échangé depuis. Le même jour, l'avocat de Céline a déposé une requête pour geler tous les actifs du couple. Les comptes bancaires, les biens immobiliers, et les parts de l'entreprise. En l'espace d'une journée, Grandin a perdu sa marge de manœuvre, ainsi que le confort financier, sur lequel il s'appuyait depuis toujours. Cet homme, qui avait pris l'habitude de tout régler avec son portefeuille, a soudain découvert que son argent était inaccessible. Et cela, je crois, l'a terrifié plus que tout le reste. L'article a été publié le samedi matin. Antoine l'avait écrit avec cette justesse, propre à ceux qui respectent leur métier. Sans dramatisation inutile, ni vocabulaire tapageur. Seulement des faits, des chiffres, des documents. Les schémas de blanchiment, les contrats fictifs, les montants exacts. Tout était prouvé, sourcé, et juridiquement inattaquable. L'enquête a fait le tour d'Internet très rapidement. À midi, 3 grands journaux l'avaient reprise. Le soir même, l'histoire circulait sur de nombreux réseaux d'information économique, touchant des centaines de milliers de personnes. En 24 heures, le nom de Grandin est passé d'un symbole de réussite à un parfait synonyme d'escroquerie. Dans le monde des affaires, la réputation est capitale. Elle ne se répare pas. On la préserve, ou bien on la perd pour toujours. Dès le dimanche, ses associés ont commencé à prendre contact. Pas avec lui, mais avec ses avocats. L'un après l'autre, ils ont envoyé des avis de rupture de contrat. Certains invoquaient un cas de force majeure, d'autres évoquaient des clauses éthiques sur l'image publique. Les mots changeaient, mais le message était identique. Personne ne voulait être associé à un homme qui portait déjà l'odeur persistante d'un scandale judiciaire. Marine m'a appelé le lundi matin. J'ai regardé l'écran s'illuminer pendant quelques secondes, avant de décrocher. Non pas par hésitation, mais parce que je voulais aborder cette conversation calmement, en me vidant de toute émotion inutile. J'ai répondu. Elle parlait vite. Sa voix tremblait. Elle a bafouillé quelque chose à propos d'une erreur. Elle répétait qu'elle n'avait pas mesuré les conséquences, que je devais l'écouter, essayer de comprendre. Les mots s'enchaînaient de façon chaotique, comme les perles d'un collier brisé. Chaque mot tombait de son côté, sans le moindre fil logique pour les relier. Je l'ai écoutée sans la couper, je l'ai laissée se vider complètement. J'ai attendu la fin, jusqu'à ce que le silence s'installe au bout du fil. Et là, j'ai prononcé ces mots d'une voix égale, sans haine, et sans trembler. Marine, tu as fait ton choix. Et j'ai fait le mien. Puis, j'ai raccroché. Pas brusquement, j'ai simplement appuyé sur le bouton, et posé l'appareil sur la table. Elle a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Pas pour la punir par le silence, mais simplement parce que tout avait été dit. Il y a des conversations qui n'ont plus besoin d'être poursuivies. 2 jours plus tard, j'ai commencé mon nouveau travail. L'entreprise était un concurrent direct de Grandin. Ils opéraient dans le même secteur, ciblaient la même clientèle, et cherchaient, depuis longtemps, à comprendre nos rouages internes. Lorsque je les avais contactés 3 semaines plus tôt, au moment précis où Marine pliait ses maillots de bain, ils m'avaient répondu en quelques heures. L'entretien a duré 40 minutes. L'offre d'embauche est tombée le lendemain. Le salaire était supérieur d'un tiers, et le poste était plus élevé. Ils savaient qu'ils recrutaient un homme détenant un savoir précieux. Quant à moi, je savais que j'allais dans un endroit où ses connaissances travailleraient pour moi, et non contre moi.
Pour mon premier jour, je suis arrivé dans mes nouveaux locaux. Je me suis installé à mon bureau, face à une fenêtre qui donnait sur cette même ville. Et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose de difficile à définir. Ce n'était pas du triomphe. Le triomphe fait du bruit, et en moi, tout était calme. Ce n'était pas non plus du soulagement. Le soulagement est une sensation légère, alors que ce que je ressentais était dense, pesant, comme une chose réelle et palpable. J'imagine que l'on appelle cela la justice. Pas celle que l'on rend dans les tribunaux, mais celle que l'on éprouve au fond de soi, lorsque chaque chose a retrouvé sa place exacte. À ce stade, Grandin avait engagé 3 avocats, et passait ses journées à être interrogé. Céline avait pris les enfants, et était partie vivre chez ses parents, en province. L'entreprise n'avait plus de trésorerie, ni de partenaires, ni 7 employés de l'ombre, qu'il avait maintenu à flot pendant 6 ans, en fermant les yeux sur ses pratiques. Je n'ai pas cherché à le détruire volontairement. J'ai simplement cessé de le protéger. Ce sont 2 choses très différentes, et l'écart entre les deux est immense. Tout ce qui lui est arrivé, avait été bâti de ses propres mains, bien avant cette soirée d'entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'est retirer la main qui empêchait l'édifice de s'effondrer. Et il s'est écroulé de lui-même. Naturellement, inévitablement, à l'image de toutes les constructions qui ne reposent sur aucune fondation, mais uniquement sur le silence des autres. Et moi, j'étais assis devant la fenêtre, je buvais mon café, et je regardais la ville. C'était la même ville. Mais c'était une autre vie. La mienne.